tous ces enfants assassinés avaient moins de 17 ans. Il y a Tahar Safari, Arfin Salamizode, Arnika, Sina, Borna, Merab, Melika. J'ai fait exprès de prendre des noms de soi-disant terroristes et émeutiers pour bien montrer le décalage entre le récit et le narratif du régime iranien et la réalité du terrain. Mais je vais prendre quelques instants sur le cas particulier de Mélina Assadi qui avait 3 ans. Il faut savoir que le 28 décembre, vous aviez des manifestations familiales. Il n'y avait pas une répression à armes réelles. Donc les gens y allaient en famille. Ils allaient manifester pour dire leur ras-le-bol du régime et demander le changement. Mélina est morte dans les bras de son père, qui lui a été assassiné par une balle dans le dos. Elle est morte aussi dans les mêmes conditions. Elle avait 3 ans. C'est elle qu'on appelle notamment l'émeutière, la terroriste, et qu'on essaye de faire passer pour un agent extérieur qui est venu troubler le régime iranien. Jusqu'au blackout, pour pouvoir leur permettre de tuer impunément. Il y avait beaucoup de récits qui sortaient, puisque en réalité, nous, notre travail de recherche, dans la perspective éventuelle un jour de pouvoir monter une cour pénale internationale et de condamner les personnes responsables de ces crimes, on a commencé un travail de recueil d'informations depuis un certain nombre d'années. Les cas, là, je vous ai cités, sont tous des cas qui ont été recueillis sur les réseaux, par Internet, et qui ont été recoupés, qui ont été vérifiés, bien évidemment. Pourquoi ? Parce qu'en Iran, les gens sont hyper connectés. Plus de 60% des gens ont moins de 39 ans. Ils ont compris que le fait de témoigner, qu'on parle d'eux, c'est ce qui est un peu leur assurance-vie. Donc, ils témoignent des horreurs et ils nous envoient à nous, en pleine face, notre silence quelque part. C'est pas facile de se lever le matin en se disant « Tiens, combien il y a une mort hier soir ? Est-ce que j'ai reçu un mail avec une mise à jour d'un crime commis ?» Pour aller plus loin, nous, on a même créé avec une société SmartProof un outil numérique qui permet aux gens en Iran de se connecter à distance, de prendre une photo, une vidéo ou un son et de l'envoyer directement sur un serveur pour que ça ne reste pas sur le téléphone, que ce ne soit pas une sorte de preuve de culpabilité. Cet élément-là, il est eurodaté et géolocalisé immédiatement sur site. Et vous avez la possibilité de rajouter un récit. On a lancé, maintenant il y a une semaine, avec donc cette société française, cette start-up française qui nous a gratuitement mis à disposition cet outil. C'est vrai qu'il n'a pas fonctionné pendant toute la période du block-out et qui même aujourd'hui travaille par intermittence, mais au moment où ça partira, ça libérera le téléphone et ça sera conservé pour les actions futures dans un endroit sécurisé. Et nous les utiliserons un jour. En réponse à cette répression, le Conseil de l'Union européenne, par la voix des ministres des Affaires étrangères européens, a classé les gardiens de la Révolution comme organisation terroriste. Qui sont-ils ? C'est une organisation autonome, c'est un État dans l'État, qui a ses propres sources financières. C'est l'article 152 de la Constitution, et qui dépend directement de Ali Khamenei, donc du guide suprême. On dit de l'armée des gardiens de la Révolution, mais aussi de l'armée régulière, qui sont le fardeau tant à l'intérieur que dans le cadre du djihad à travers le monde. C'est ce qui est écrit dans le préambule de la Constitution. C'est-à-dire qu'il y a cette idéologie, cette vision expansionniste de cette idéologie qui existe et qui est donc à la charge, sous la responsabilité des gardiens de la Révolution, avec des services secrets, du renseignement, une force Al-Quds, donc d'élite, qui intervient plus à l'extérieur, des forces Basij qui vont faire la répression, ce qu'on appelle le Sarkoub, ça veut dire taper sur la tête, et puis y compris dans les quartiers, des personnes qui sont peut-être pas rémunérées immédiatement, mais qui bénéficient davantage de bourses, de capacité de la possibilité de faire des courses dans des supermarchés en payant moins cher. Donc c'est toute une organisation, et c'est pour ça qu'ils se sont vus allouer des pans entiers de l'économie. On retrouve ça vraiment partout dans le monde, beaucoup de biens qui sont des ressources qui appartiennent aux gardiens de la Révolution, qui ont énormément investi à l'extérieur du pays, tant sur le marché par exemple immobilier, que dans des pans économiques non autorisés, ça veut dire dans le narcotrafic, etc. Ils s'enrichissent. C'est l'ogre qui a besoin d'argent et de sang pour garder sa stature, garder sa position dominante. Que va permettre concrètement cette décision ? Cette décision du Conseil des ministres européens et donc de l'Union européenne, si elle s'avère efficace, c'est parce qu'il y aura une décision politique pour la mettre en œuvre. Aujourd'hui, telle qu'elle est rédigée, elle est très large. Elle nous permettrait notamment de fermer immédiatement les ambassades, de geler les avoirs de tous les responsables, de poursuivre y compris les financeurs, les sociétés écrans, les facilitateurs, ceux qui font de la désinformation et qui portent le narratif du fait de l'apologie. À partir du moment où on se rend compte que cette idéologie est une idéologie de terrorisme, qu'on doit préserver la vie des civils,
principe de base du droit international. On sait que la répression est faite en Iran par des terroristes et des mercenaires de ces terroristes. On peut tout à fait intervenir sans qu'on puisse nous opposer la souveraineté. L'ingérence est dans le but simplement et uniquement de protéger et d'aider cette population civile à se libérer de cet ogre dont je vous parlais tout à l'heure, qui étouffe le pays et la population. Est-ce que cela veut dire qu'une intervention en Iran est nécessaire, selon vous, pour mettre fin au régime ? Sans intervention, pour moi, le fruit est mûr, il va tomber. Ce régime n'existe plus. Un État a une souveraineté sur une population et sur un territoire parce qu'il subvient aux besoins de sa population et la protège. Quand l'État est lui-même celui qui tue sa population, il n'existe plus pour moi. Maintenant, il y a à l'intérieur des milices, des terroristes qui tiennent en otage une population civile et désarmée. C'est voué à tomber, à se renverser. Maintenant, est-ce que nous, à l'extérieur, on va avoir l'inhumanité d'assumer qu'il y ait des centaines et des centaines de milliers de morts avant d'intervenir ? C'est ça la vraie question. Le comment, on peut être acteur, et le quand, c'est beaucoup entre nos mains, parce que la population est désarmée.